Si vous voulez bien, puisque Frédéric Descrozaille, député LaREM du Val-de-Marne, est avec nous, ainsi qu'Agnès Evren du mouvement Les Républicains. Frédéric Descrozaille, le réveil est difficile, on disait, pour la majorité présidentielle. Comment est-ce que vous allez composer à l'Assemblée face à ces deux blocs qui vous font face, à la fois la NUP et également le Rassemblement national? Alors, le réveil est difficile, en effet. Et la première chose qui est douloureuse, c'est le niveau d'abstention. Et Manon Aubry évoquait les institutions. Je pense qu'il y a l'un des sujets sur lesquels il va falloir avancer, et je pense qu'il est possible d'avancer de manière transpartisane, c'est de redonner leur valeur aux élections législatives qui sont complètement démonétisées, particulièrement depuis le quinquennat. Donc ça, c'est quand même quelque chose pour moi, qui est une blessure dans la démocratie, ce niveau d'abstention pour la représentation nationale. Après, ce que nous allons devoir faire, et je le dis humblement parce que nous n'avons pas su le faire sur la mandature précédente, c'est effectivement de discuter du contenu, d'être ouvert à ce qui vient des oppositions et de s'entendre sur ce qui est dans l'intérêt national. Sur des grands sujets de réforme, la réforme des retraites a été évoquée. Ce n'est pas les amendements de LFI qui ont bloqué, c'est la situation sanitaire. Je vous rappelle que le texte était passé en première lecture. Vous vouliez utiliser le 49.3, ça fait partie aussi des outils institutionnels qui sont problématiques, je pense, dans la Ve République. Oui, là, ça a bien été, le 49.3, ça a quand même été... Maintenant, c'est bien régulé. On ne peut plus faire ce que Michel Rocard avait fait en 1980. Bien sûr, mais vous pouvez quand même l'utiliser pour la réforme des retraites. Rien ne vous l'interdit. Non, j'espère que vous le ferez pas. J'espère qu'on arrivera à faire ce qu'on ne sait pas bien faire en France, c'est-à-dire, sinon des coalitions, en tout cas des discussions ouvertes, et de mettre plus d'intelligence collective. Alors là, vous pouvez faire une coalition avec la NUP? Elle n'a pas l'air très convaincue. C'est pour ça que je ne parle pas de coalition, et puis on va parler certainement des Républicains. Oui. Je dis juste que quand l'intérêt... Là, il va y avoir des urgences. Il y a le premier truc qu'on va vérifier, c'est le budget. Et effectivement, il n'y a pas de majorité absolue. En l'état, si on ne sait pas discuter, on ne passe plus un budget. La majorité opposition à l'Assemblée, c'est le vote du budget. Donc, il va bien falloir quand même qu'on soit ouvert. Et je fais confiance, nous sommes des représentants de la nation. Je pense qu'on peut se donner les moyens d'être un peu plus intelligent collectivement et sans que ça soit... C'est-à-dire, pour moi, il faut dépersonnaliser les débats, les déshystériser et ne pas être complètement accroché à des étiquettes. Donc, si on arrive à faire ça, je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour refaire la part des choses, savoir qui est qui et ce qu'on défend, mais s'entendre... Il y a quand même un gros coup de balancier avec les 5 ans passés, là. Oui, il y a un grand coup. Là, on est au bord du gouffre. Si vous ne voulez pas tomber dans le précipice, il faut faire une autre politique. Complètement. Et de ce point de vue-là, même si, effectivement, moi, hier, j'ai vécu ma propre victoire comme étant très amère, parce qu'effectivement, on n'a pas... Puis je perds, entre guillemets, des amis sur qui je comptais, avec les résultats qu'il y a eu. Mais c'est politiquement très intéressant, ce qui se passe. Et typiquement, le fait qu'il y ait un groupe Rassemblement national conséquent à l'Assemblée, démocratiquement, c'est normal. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Donc il va falloir apprendre. Voilà, vous disiez que c'est un jour assez néfaste pour la démocratie parce qu'il y a beaucoup d'abstention. Oui. Mais c'est vrai qu'en termes de représentativité, aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est peut-être plus proche tout à fait. de ce que pensent de ce qu'est le pays, que absolument. C'est certain. Enfin, c'était une promesse sous votre contrôle du président de rétablir la proportionnelle. Ça a été fait pendant 5 ans. Mais je vous rappelle peut-être qu'il en paye aussi aujourd'hui. Que l'affaire Benalla a interrompu le débat sur la Constitution, non mais il y a eu... 4 jours de blocage. Bon. Et après, je me souviens d'Édouard Philippe, qui régulièrement au niveau du groupe nous disait « Je suis en contact régulier avec Gérard Larcher. Et si ça n'a pas... » En évoquant le fait qu'il était possible de remettre à l'agenda la question de la réforme de la Constitution, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu de terrain d'entente avec le Sénat. Parce que la Constitution, je rappelle, c'est référendum ou 3/5 en Congrès. Et c'est pour ça que c'est un point sur lequel il faut qu'on avance de manière transpartisane. Je n'ai pas un collègue depuis 5 ans, pas un, mais sur tous les bancs, qui contestent le fait qu'il faut donner plus d'autonomie et de poids au Parlement. Ça, c'est certain. La dérive de la normalisation du Parlement fait que l'exécutif est écrasant. Mais ça, c'est une réalité. Et je le dis comme membre de la majorité qui a soutenu loyalement les gouvernements de la mandature précédente. Ça ne m'a pas empêché d'être critique. J'ai produit une web-série qui s'appelle Législateur.tv avec Alain Lambert sur le sujet. Le contenu reste d'actualité. Donc, je pense qu'on peut avancer de manière transpartisane sur cette question. Mais excusez-moi, monsieur le député, mais le mode de scrutin n'est absolument pas lié à la modification de la Constitution. Enfin, non, le mode de scrutin, en effet. Vous auriez pu le faire. Oui, en passant, entre guillemets, par petits bouts. C'est-à-dire que ce qu'a essayé de faire Édouard Philippe, c'est d'obtenir une majorité sur... Il y avait beaucoup de dispositions dans cette réforme de la Constitution qui étaient portées par la majorité sur le mandat précédent. De toute façon, il faut reprendre les débats. Mais pour ne pas faire de réforme, entre guillemets, cosmétique, ou en tout cas
sans profondeur comme celle de 2008, il faut beaucoup plus qu'un projet de gouvernement qui est soutenu par une majorité à 50 et quelques %. Il faut qu'il y ait une entente transpartisane. Et là-dessus, encore une fois, on a un pays en commun. Donc on a des valeurs en commun. Après, on a des programmes qui s'affrontent, mais sur la façon de représenter les Français et de faire de la représentation nationale le lieu qui produit la loi et qui contrôle l'action publique, là-dessus, je pense qu'on peut y arriver. Mais ce que je regrette, c'est que là, on nous demande d'accompagner le gouvernement, sauf qu'en fait, on n'a pas de ligne directrice. On ne sait pas ce que vous pensez finalement sur la réforme des retraites. Sur le pouvoir d'achat, on nous dit d'attendre le 30 juin. Sur les questions de sécurité migratoire, on n'en parle pas. Vous voyez, donc nous, il faut sortir de cette confusion et peut-être que ce gouvernement paye un peu cette ambiguïté. C'est peut-être ça le problème, Frédéric de Crozaille, c'est qu'on n'a pas vraiment lu pendant la campagne, parce que Emmanuel Macron s'est assez peu impliqué, on n'a pas vraiment lu quelles étaient les grandes directives. C'est peut-être ce que vous payez aujourd'hui. Et vous savez, les électeurs ont été déboussolés par cette absence de clarté, en fait, sur les projets. Il en a dit le moins possible pour ne pas donner de biscuits, finalement, aux oppositions, je pense. Je pense pas. Et il le paye. Je pense pas. Malheureusement. Je pense pas. Je pense qu'il était le premier à regretter de ne pas pouvoir faire campagne plus qu'il ne l'a fait pour la présidentielle. Et ce défaut de clarté, ça nécéssite d'en parler, parce que je vous trouve injuste. Il y a je reconnais la défaite cuisante de la loi. Si on prend les retraites, ce qui est le cap, et puis c'est un débat très intéressant. Je vais prendre cet exemple-là, parce que 64-65 ans, on en a fait un emblème, et puis on surpersonnalise. Et c'est Macron, c'est pour ou contre Macron. Il est président de la République, c'est pas lui qui écrit les lois. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Il fixe un cap. Le cap, c'est on augmente les pensions, en tout cas les pensions minimales, et on n'augmente certainement pas les cotisations parce qu'on vise plutôt à les réduire. Donc il faut parler de la durée de cotisation, et il parle de mois par trimestre pendant un nombre d'années indéterminé. En tant que chef de l'État, il n'a rien de plus précis à dire. Je suis désolé. Après, ça nous appartient. Oui, enfin ces 5 dernières années, c'est quand même lui qui a donné le là à l'Assemblée nationale. Il y a des électeurs qui ont voté à l'aveugle, en fait. Le chef de l'État ils ont voté pour une politique qu'ils ignorent complètement. Du comportement des élus de la nation. Je suis pour rien si les élus de la République En Marche ont suivi aveuglément, mais c'est de facto ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été bons sur Le pouvoir n'était pas du côté de l'Assemblée nationale ces 5 dernières années. Non, reconnaissez-le. Non seulement je le reconnais, mais je l'ai dit. Je sais que vous le reconnaissez. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron n'avait pas de pouvoir. C'est faux, c'est lui qui donnait le là. J'ai pas dit ça. Il a un pouvoir considérable, le chef de l'État en France. C'est un problème de la 5e République, je pense, par ailleurs. Ça, on peut en discuter. Moi, je pense qu'il faudrait déconnecter législatives et présidentielles. Il y a peut-être plusieurs solutions à imaginer d'ailleurs, mais en tout cas, je dis juste que de surpersonnaliser en politique les enjeux, de donner des noms propres et de discréditer les personnes, alors qu'en fait, du coup, on ne parle plus du contenu, je pense que c'est lassant. Attendez, et que ça induit beaucoup de colère dans la politique. Parce que vous... Frédéric Descrozaille, hier, Elisabeth Borne disait « Je veux construire une majorité d'action », sachant que votre majorité n'a pas la majorité précisément absolue. C'est quoi ça, une majorité d'action ? On compte les voix. Une majorité d'action, c'est une majorité de voix pour faire passer un certain nombre de textes. Là, il est quand même question d'avoir une session extraordinaire convoquée en juillet. On devrait avoir des textes à examiner. La question de la motion de censure, oui, elle va se poser. Alors, ce qui devrait se passer s'il y a une motion de censure qui est déposée, une motion de censure, elle est toujours motivée. Donc, si la NUPES dépose une motion de censure, ils vont eux-mêmes présenter une sorte de politique générale. Vous avez raison. On peut penser que le RN ne va pas voter pour. Donc, en fait, on va constater qu'il n'y a pas de majorité absolue du tout. Je relativise un petit peu d'ailleurs les termes sur la claque, la gifle, le camouflet. On n'a pas de majorité absolue et dont acte, et pour moi c'est une déception. Il y a quand même une majorité. Sur la base de cette majorité... C'est la plus petite de la 5e République. Oui, c'est pour ça que vous avez ces gros titres-là. C'est très intéressant. Et c'est vrai que ce sont 3 blocs. On avait l'habitude droite-gauche. Et là, on a 3 blocs. Politiquement, c'est intéressant ce qui se passe dans le pays. Donc... et effectivement, c'est pas bien faire. Mais quand Elisabeth Borne annonce ça, c'est d'essayer justement de trouver, exactement comme dans n'importe quelle association, quand il vous faut la majorité des voix, vous allez discuter. Et puis vous allez discuter en allant en chercher, et ça peut être une par une. Alors c'est plus facile quand il en faut 12, plus compliqué quand il en faut 40. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on va proposer au mois de juillet, c'est pas pour les 5 ans qui viennent, un rectificatif budgétaire sur les trucs qui sont attendus, sur la question des 18 centimes pour l'essence, sur la question du blocage des prix, d'essayer de vérifier qui peut voter ce texte à court terme. Mais en fait, Frédéric Descrozaille, vous dites c'est intéressant la situation politique actuelle. Vous êtes aussi finalement décontenancé que le reste des Français, que les observateurs, que nous tous, parce que c'est inédit ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Et quand je dis que c'est intéressant, je suis engagé en politique. Je pense profondément, c'est-à-dire c'est assez passionnant. Ce que je regrette le plus, ce qui est vraiment terrible, c'est le niveau d'abstention, c'est le niveau d'indifférence, c'est le nombre de gens qui s'en foutent, qui n'y croient plus du tout. Et on a échoué à réintéresser. Mais nous sommes un peuple collectif.
Oui, on est collectif. J'en prends ma part. Il y a un Conseil national de la Non, mais refondation. c'était pas pour désigner, c'était l'importance justement pour la démocratie de notre pays de ramener les gens aux urnes. Alors, ma conviction, c'est qu'on a beaucoup découragé les Français de l'intérêt de la politique à cause de trop de discours sans aucune nuance, de personnalisation des enjeux, d'invectives qui visent à disqualifier les personnes. Et du coup, on perd de vue la complexité des sujets, on ne porte pas le faire sur le contenu. Mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut réintéresser les Français. À faire ça, c'est-à-dire à se parler sur des contenus. Il y a plein de sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord. Si on parle de la RSA, moi, quand j'entends Manon Aubry, j'ai envie de bondir. Mais je pense que sur le fond, en fait, on cherche la même chose. Moi, je considère qu'une personne qui est dans une trappe à pauvreté, j'ai recruté. Et je peux vous dire ce qui se passe sur quelqu'un qui reste trop longtemps à l'écart du travail. La première chose qui est cabossée, c'est l'estime de soi. Et quand vous tendez la main à une personne comme ça, je considère qu'avant de lui donner une aide, avant de lui dire « je vais t'aider », il faut rétablir cette estime de soi. Et ça se fait parfois en bousculant. C'est-à-dire, ce que tu ne feras pas par toi-même, personne ne le fera à ta place. Je pense que ce contenu... Mais Manon Aubry, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais cette discussion-là sur le fond... Vous pouvez cette discussion-là sur le fond, sinon, pour ça moi, travail mérite de salaire. donner de l'utilité, de donner quelque chose qui permet à quelqu'un d'être plus fier, je pense que c'est ce que nous cherchons à faire. C'est pour ça que nous, on proposait une garantie d'emploi et qu'on payait les gens. Parce que le travail gratuit, par ailleurs, ça nivelle tout le monde par le bas et ça pose quand même une vraie question de fournir un travail qui n'est pas rémunéré ou très faiblement. Si on peut se retrouver sur l'objectif, c'est-à-dire que c'est pas une aide, c'est pas quelque chose qui vient comme une compensation. Et c'est pas vous êtes dans un tel état que de toute façon on va faire les choses à votre place. Moi je lutterai contre ça. C'est-à-dire, je pense que c'est super important de manifester une exigence. Mais l'exigence de faire à la place des l'exigence que de cette mesure qui est dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est une exigence pour les accompagnants. Beaucoup plus que pour les bénéficiaires du RSA. Bref, si on arrive à parler sur le contenu sans procès d'intention et sans disqualifier les personnes, on peut redonner de l'intérêt à la politique. C'est ce que nous n'avons pas réussi à faire depuis 5 ans. Donc de ce point de vue-là, la promesse qui était belle en 2017 n'a pas été tenue. On en a une situation aujourd'hui où il y a 3 blocs. C'est assez passionnant sur le plan de l'histoire politique. J'espère qu'on arrivera à effectivement avancer. Encore une fois, c'est voter des budgets, ça va aller très vite. Et on va vérifier si ça passe ou pas. Et effectivement, si ça passe pas, c'est bloqué, ça sera une crise institutionnelle. Et vous souhaitez d'autres personnes Oui. Vous souhaitez un autre casting justement pour ce faire ou alors, celui-là le casting, ira pardonnez-moi, pas un casting de personnalité, un casting de sensibilité. On va dire ça comme ça. Un casting de méthode, oui. C'est-à-dire, là, ce que j'ai constaté, et encore une fois, je ne me suis pas interdit d'être critique parce que la mission constitutionnelle du député de contrôle et d'évaluation, je considère qu'elle est réduite à que dalle, et moi j'ai essayé de la remplir quand même. Donc il m'est arrivé d'être très critique vis-à-vis du gouvernement. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est essentiellement le pouvoir des administrations centrales. Et là aussi, on a plein de hauts fonctionnaires qui sont des gens brillants et complètement dévoués, qui ne comptent pas leurs heures. Mais le système est tel que chaque administration exporte ses propres rivalités au Parlement. On vote à un niveau de détail qui est délirant. On rentre dans le détail réglementaire. Là, on perd de vue l'intention. Et ça fait qu'après, dans l'application des lois, ça devient un capharnaüm. On a beaucoup parlé des députés LaREM comme des godillots, mais là, vous allez être encore plus obligé de pratiquer la discipline de groupe, parce que sinon, c'est même plus la majorité relative. Vous avez entièrement raison. Mais une discipline de groupe, elle peut être intelligente. C'est-à-dire que s'il y a ces échanges qui sont sur le fond, effectivement, c'est une question de méthode. Donc, quel que soit le casting, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des membres du gouvernement qui discutent en disant « notre intention, c'est ça ». Est-ce que déjà vous contestez l'intention ou pas? Si on tombe sur des gens qui nous disent l'intention, à la limite, ok, comment vous allez y aller? Techniquement, on pense à telle mesure. Non, c'est pas la bonne. S'il y a cette façon d'ouvrir, une fois qu'on hiérarchise les priorités, c'est-à-dire qu'il y a l'intention, le résultat attendu, et qu'ensuite il y a telle technique, on peut avoir une discipline de groupe. J'ai été rapporteur d'une loi, au moment où ça se tend le plus, quand on négocie avec le Sénat, en pleine campagne présidentielle. Mon interlocuteur soutenait Valérie Pécresse. On a toutes les raisons du monde de se disputer. La commission mixte, elle a été unanime. Mais là, la discipline de groupe, c'est comme ça. C'est-à-dire que le dernier jour, au moment de la commission mixte, j'ai vérifié auprès de mes collègues, dire vous me soutenez, là ça se tend, sur tel et tel point qui sont à négocier, est-ce que j'ai votre soutien? Ils m'ont dit oui. Ça, avant, on discute, puis il y a un moment donné où il y a une discipline. Mais ça n'empêche pas qu'on peut sortir par le haut. Autre question, vous avez perdu lourd hier. Le président de groupe, Christophe Castaner, et le président de l'Assemblée nationale. C'est pas rien quand on part dans une mandature. Qui pour les remplacer?
Là, je peux pas vous dire. Là, je sais pas. Oui, c'est du lourd. Hein. Alors, moi, le nom, on reste encore dans la philosophie dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'idée d'une discussion, l'idée de travailler ensemble, l'idée que ce Parlement fonctionne comme un Parlement, contrairement à ce qui s'est passé pendant 5 ans. Je peux vous dire qu'à titre personnel, pour moi, il serait important au niveau du président du groupe d'avoir une personnalité qui a un minimum de sensibilité RH. Parce que ça peut vous sembler un peu lunaire ce que je vais dire, mais un groupe parlementaire, c'est super important. Non, c'est de la gestion humaine, vous avez raison. Exactement. Donc, parce que c'est pas une sinécure d'être député, et puis donc il faut pouvoir accompagner ce qui est vécu avec des déséquilibres vie de famille, vie publique qui esquinte. Hein. Donc bon, ça c'est faut suivre, et c'est un travail qui n'a pas forcément été suffisamment fait d'ailleurs. Depuis 5 ans, et je dis ça sans critique pour les prédécesseurs, c'était un gros groupe qui était compliqué, avec plein de nouveaux, et j'en étais. Et un profil qui ait au moins la réputation de ne pas effrayer les opposants. C'est-à-dire d'avoir un profil qui ait la réputation de votre côté, du côté du Rassemblement National, du côté des LR, de se dire, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Une personnalité, une personne. Voilà, et qui effectivement, vous parlez de sens du compromis, pour moi c'est une valeur, le sens du compromis. Donc, et en présidence de l'Assemblée, là, c'est quand même le 4e personnage de l'État, je ne sais pas. Il y a un poste très important aussi, dont on ne parle pas assez, c'est celui de président de la Commission des finances à l'Assemblée. Ah oui. La NUP, comme le Rassemblement National, le réclame en disant « nous sommes la première force d'opposition ». Est-ce qu'à votre avis, il sera donné sans sourciller à la NUP ou au Rassemblement National ? Ah ben ça, c'est certain. Il y reviendra à l'opposition. Non, mais là, alors là, c'est une évidence. À l'opposition, pardon, juste pour que celles et ceux nous comprennent. Pour que celles et ceux nous comprennent, il faut que ça revienne à un représentant de parti ou de groupe. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, mais pas un parti. Si on applique, alors il y a l'esprit et la lettre. Si on applique la lettre, c'est au groupe de l'opposition le plus important. Bon, dans la mesure où NUP, a priori, ne fera pas de groupe, et que c'est une coalition de groupes, Alexis Corbière parlait d'un intergroupe. Un intergroupe, dans les règlements de l'Assemblée, ça n'existe pas. Bon, donc si on applique la lettre, c'est Rassemblement National. Si on applique l'esprit, ça va être la NUP, parce qu'ils vont tous voter. De toute façon, quand c'est comme ça, la majorité ne se prononce pas. C'est-à-dire que le poste, il est dédié à l'opposition. Donc nous, on ne participera pas au vote. Donc ce qui va se passer, c'est que si on applique effectivement les votes et qu'il y a des candidatures concurrentes, il y a des chances que la NUP l'emporte. Parce que s'ils votent comme un seul homme pour un candidat qui est issu de plusieurs des groupes, mais qui se sont mis d'accord, ça va passer dans le RN.